Oui, bonjour à toutes et à tous qui êtes connectés. Merci d'avoir choisi de consacrer votre début d'après-midi à l'un de nos sujets de la thématique égalité des chances organisée par le MEDEF et la FMD, qui cette fois-ci se centre sur les viviers du numérique. L'opportunité que cela peut être et la chance également pour l'entreprise. Pour animer les débats, parce que ça va vraiment être du partage avec des faits, des exemples, du concret, nous avons rassemblé aujourd'hui une assemblée assez diverse, avec chacun qui vient avec un angle intéressant qui, je pense, va donner pas mal d'aspérité à l'échange. À mon immédiate droite, finalement, le seul homme qui va parler de numérique dans notre table ronde, ce qui est quand même une vraie satisfaction, c'est Anthony Babkin, Diversity Days, association que vous avez fondée, que vous présidez après un parcours dans l'entreprise privée. Voilà. Et je suis content qu'il y ait plus de femmes que d'hommes pour une fois sur une table ronde. Oui. Ça change. Ça pourrait sembler une prouesse, mais en fait, alors à la fois je la dois à Charlotte Parès qui a préparé cette table ronde, mais ça a été non plus sans effort insensé pour absolument éviter de n'avoir que des hommes. C'est vrai. Ensuite, Nella Hamadaj, vous représentez le Syntec numérique. Oui, donc bonjour. Là, c'est l'ensemble des entreprises de France qui œuvrent dans le métier du numérique. Et là, effectivement, vous représentez à vous seul toute une variété d'entreprises, des toutes petites aux plus grosses multinationales. Vous nous en parlerez. Ensuite, Emmanuelle Larocque. Emmanuelle Larocque, elle a fondé Social Builder. D'entrée de jeu, c'était un nom anglais. Qui est une aventure qui s'acharne et qui réussit à faire percer les talents féminins dans le métier du numérique. Donc Emmanuel, tu pourras revendiquer en rentrant chez Social Builder le fait qu'il y avait des femmes à table aujourd'hui, déjà. Et puis enfin Eva Azoulay, le groupe L'Oréal. Je dis vraiment le groupe parce qu'elle a une responsabilité au niveau mondial sur tous les pays et toutes les marques de L'Oréal. Et elle s'occupe du recrutement. Sacrée affaire. Pas uniquement du numérique d'ailleurs, mais ça sera intéressant de l'entendre aussi sur cette question numérique, pas numérique, digital, pas digital, technique, enfin voilà, qu'on arrive à s'en sortir. Anthony, Diversity a sorti un rapport il y a peu de temps, une France numérique plus diversifiée. C'était même pas une question, il n'y a pas de point d'interrogation, hein, c'est une observation dans ce titre de rapport. Un rapport qui a le mérite d'avoir un état des lieux intéressant, donc c'est une vraie photo, et puis en même temps, parce que vous êtes un impliqué engagé, des lignes de force sur les actions qu'on devrait engager. Racontez-nous déjà l'état des lieux. Qu'est-ce que c'est que cette France numérique ? Comment vous la mesurez et qu'est-ce qu'on en comprend ? Bon, en amont, j'aime bien dire que j'étais impliqué aux côtés du Conseil national du numérique, avec qui on a co-conduit ce travail pendant au moins 6 mois, avec au moins 120 auditions. D'ailleurs, Emmanuel était aussi dans les personnes interrogées. En fait, l'état des lieux, c'est une France à 2 vitesses qui s'est formée peu à peu, c'est-à-dire à la fois une recrudescence de recrutement dans les métiers du numérique. Donc, on parle quand même de 80 000 jobs non pourvus en 2019 dans le numérique. Ça veut dire que des entreprises qui ne trouvent pas les talents. Et paradoxalement, c'est tout un tas de talents en France à qui on n'a jamais parlé de ces opportunités ou qui ne perçoivent même pas que le fait que le numérique est une opportunité. Il y avait quelque chose de marquant en menant ces auditions. J'avais vraiment à cœur qu'on interviewe aussi des jeunes, des quartiers, des zones rurales. Et je voulais sortir de mes propres démons, puisque moi, il y a 12 ans, on ne m'avait pas parlé des métiers numériques et je venais des quartiers. C'était la revanche ? Il y a un peu de revanche là-dedans, parce qu'on se dit, en fait, on m'a pas donné ma chance, je l'ai saisi, je suis passé à travers les mailles du filet. Comment on peut permettre à d'autres de passer à travers les mailles du filet quand on sait qu'un tiers des nouvelles offres d'emploi vont être portées par le numérique, ou l'étude de Maze Connect qui montre que 75% des offres aujourd'hui requièrent une compétence numérique. On se dit globalement aujourd'hui, si dans ton CV, tu n'as pas une compétence numérique ou que tu ne sais pas que ça représente une opportunité, tu as quand même beaucoup de chances de passer à côté de possibilités dans ta vie. Donc, je ne dis pas que tout est numérique, je ne jure pas que par une société numérique, soyons très clairs. Mais du coup, ça questionne, parce que les jeunes qu'on a interrogés, qui ont la vingtaine, avec dedans un youtubeur, un instagrammeur, enfin des hommes et des femmes qui étaient extrêmement impliqués sur ces compétences-là, quand on leur a dit, et les métiers du numérique, ça vous parle, ça vous dit. Et community manager, je ne sais pas ce que c'est. Abstrait. 12 ans plus tard, donc 2020. Et c'est flippant parce qu'on est en train de se dire que finalement cette société va nécessiter tout un tas de talents qui viennent des 4 coins de France
et qui ont une diversité de parcours, de regards, etc. Et qu'aujourd'hui, il n'existe pas forcément toujours les passerelles, ou en tout cas des acteurs qui créent le lien entre ces métiers et ces potentiels. Donc le gros du rapport, si je cite quelques recos, et pour faire vite, parce que on va répartir aussi parité de la prise de parole et diversité des points de vue, mais globalement dans les recos qui étaient marquantes, c'est la formation des acteurs de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas, si vous vous retrouvez en Gironde, je sais pas, au fin fond du département, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes conseils à aller vers les métiers du numérique que si vous êtes à Castelnau, à Montpellier, où l'agence Pôle emploi a fait en sorte d'avoir des conseillers spécialisés au métier du numérique. Donc avoir un référencement, un certain nombre de formations type auprès des acteurs de l'insertion pro. Et si je fais un gap plutôt côté entreprise, c'est de dire comment, au-delà même du numérique, on mesure aujourd'hui cette diversité dans l'entreprise et on fait en sorte d'avoir un peu plus de données, qu'on se sert du numérique cette fois-ci, avec des plateformes, je pense à Mixity qui fait partie des plateformes un peu référentes, mais comment aujourd'hui on mesure plus l'empreinte de la diversité dans l'entreprise. On a beaucoup souvent de déclarations d'intention de la part de managers, RH, etc., en disant on mise sur la diversité, on mise sur l'inclusion, etc., sans avoir forcément de données pour conduire ces stratégies-là, parce qu'il y a toujours le couvercle français qui consiste à dire attention, sujet brûlant, juridique, etc. Donc on a avancé sur le sujet des femmes, et en particulier sur l'index Pénico, sur des indices de mesure. Comment on va plus loin là-dessus? Ça faisait partie des 15 recommandations aussi, et qui ressortaient des auditions, évidemment. 15 recommandations. 15 recommandations stratégiques, très diverses, aussi bien sur créer un bac au métier du numérique, créer une semaine nationale sur les métiers et les compétences numériques, que quelque chose de très rationnel, en fait, il faut aller plus loin dans la mesure de la diversité dans l'entreprise. Voilà. Je ne peux pas résister, Anthony, de vous dire que hier matin, le MEDEF présentait son baromètre de perception de l'égalité des chances, qui depuis 9 ans mesure la perception des salariés des entreprises privées pour savoir dans quel climat, dans quelle culture d'entreprise d'égalité des chances ils se trouvent. Donc c'est aussi une forme de mesure. Et alors, quels sont les... Voilà, vous regarderez le replay. Je vous engage tous à regarder le replay. J'espère qu'en ligne aussi, on a 9 webinaires dans la semaine. Je ne veux pas simplement mettre uniquement cela en avant. Et on avait également mardi matin toute une matinale sur la mesure des diversités. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Comment, avec des témoignages d'entreprises et avec l'expertise d'ISM Quorum. Donc voilà, pour tous ceux qui s'interrogent sur la possibilité ou pas, alors qu'elle est réelle, de mesurer la diversité aujourd'hui dans les murs de l'entreprise privée, je vous engage à regarder ces 2 replays. Donc voilà, un rapide paysage. Vous avez été drôlement bref. Je peux m'adresser à Nella Hamache maintenant, qui représente, bonjour, comme je le dis, toute la fédération du numérique. C'est intéressant parce que, alors là pour vous, non seulement 100% de vos métiers sont numériques, mais en plus, si vous avez le moindre client, c'est parce qu'il veut être plus numérique. Mais bon, j'ai dit plusieurs fois l'adjectif numérique, je l'ai même employé comme un substantif, autant dire que c'est une valise. Est-ce que vous pouvez, avec le langage du Syntec, qu'on pourrait quand même peut-être tous comprendre, nous faire le petit distinguo entre numérique, digital, technique, technologique? Voilà, qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Alors oui, c'est très très large et souvent les mots sont utilisés pas toujours avec les bonnes définitions. Ce qu'on a tendance, nous, à Syntec Numérique, à dire, c'est de faire la différence entre les numérisants et les numérisés. Pourquoi ? Parce que même si en effet des compétences numériques sont nécessaires et pour les numérisants et les numérisés, souvent le niveau d'expertise, donc le niveau de qualification qui va avec, va être différent également. Donc les numérisants, ça va être les entreprises du Syntec Numérique, par exemple, donc des entreprises dont c'est le cœur d'activité. On va y retrouver des entreprises de services numériques, des éditeurs de logiciels, des entreprises de conseil en technologie, qui sont les 3 grandes familles de ce secteur-là. Un éditeur de jeux Un éditeur de jeux vidéo, même si eux, pour des questions juridiques de conventions collectives, ne sont pas rattachés à notre convention collective, mais ils sont numérisants parce que leur cœur d'activité est de développer finalement un logiciel numérique qui est un jeu vidéo. Mais c'est le même esprit que la création d'un logiciel d'entreprise. Et on y retrouve également tous les acteurs du web, les plateformes également, qui sont ces nouveaux acteurs numérisants qui ont intégré le marché. Et puis les numérisés vont être finalement tous les autres secteurs d'activité qui doivent vivre, ou qui ont vécu, ou qui sont en train de vivre leur transformation numérique. Et cette transformation numérique est
très souvent accompagnés par nos entreprises, notamment les ESN, qui entreprises de services numériques, qui accompagnent cette transformation-là. Et ce qu'on voit depuis quand même quelques années maintenant, c'est qu'il y a une vraie concurrence sur le recrutement de nouvelles personnes, et notamment chez les jeunes, entre les numérisants et les numérisés. Vous voulez recruter les mêmes? On recrute les mêmes profils aujourd'hui sur différents métiers, différentes familles de métiers, comme la data, la cybersécurité, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Voilà. Et donc justement, comme vous convoitez tous les mêmes viviers de talents, il y a forcément de la pénurie. S'il y a de la pénurie, comment on règle le problème? À la fois pour que les entreprises puissent effectivement augmenter leurs équipes avec des talents, et en même temps pour que des talents qui ne s'y attendaient pas, qui ne savent même pas donner une définition au mot numérique et encore moins se projeter, puissent être repérés. Alors, je suis arrivée à Syntec Numérique il y a à peu près 3 ans. Et Syntec Numérique avait déjà engagé un certain nombre d'actions de promotion métier auprès des jeunes. Mais très souvent, on était sur des actions de promotion à destination d'étudiants de l'enseignement supérieur, donc des post-bac, qui finalement, pour la plupart d'entre eux, avaient déjà choisi leur orientation. Alors quelques-uns abandonnaient et se réorientaient, mais pour la plupart, ils étaient déjà lancés. Donc en arrivant, j'ai proposé qu'on descende de plusieurs catégories d'âge et qu'on commence à travailler avec des collégiens et des lycéens, en particulier des collégiens de 4e, 3e, auprès desquels un certain nombre d'actions ont été mises en place pour leur présenter les métiers, de façon un petit peu théorique mais ludique malgré tout, mais également de façon pratique, en développant des concours de codage par exemple, en développant des visiteurs d'entreprise, des mises en contact avec des professionnels qui vont leur parler de leur métier en vrai et de façon très concrète. Encore aujourd'hui, on réalise près de 1500 conférences par an au sein des collèges et des lycées. On lance cette année une opération de stage de 3e dans les entreprises du numérique. Alors, avec les conditions sanitaires que nous connaissons tous, peut-être que des stages en présentiel ne seront pas la bonne réponse, mais nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale et notre partenaire sur cette opération sur des stages virtuels, en tout cas à distance. Donc, on y intègre aussi du numérique, du coup. Nous réalisons aussi tous les ans un certain nombre de vidéos que nous essayons, parce que Anthony disait il faut transmettre le plus d'informations possible aussi, et d'outils et de kits de présentation de nos métiers à tous les prescripteurs finalement. On parlait des conseillers Pôle emploi ou d'insertion professionnelle dans les missions locales, mais on peut penser aux conseillers d'orientation, on peut penser aux parents des collégiens et des lycéens. Et peut-être que une des bonnes choses de la réforme de la formation de 2018, c'est de donner aux conseils régionaux la compétence sur l'orientation, conseils régionaux qui sont plus près des territoires et qui vont pouvoir, on l'espère, essaimer sur tout leur territoire les outils qu'on leur transmet dès qu'on en crée. Je vais passer à Emmanuel, je reviendrai vers chacun d'entre vous, bien entendu, parce que vous avez parlé des jeunes, mais je ne voudrais pas caricaturer numérique égale jeunesse Emmanuel, systématiquement. La partie féminisation. Voilà. Mais j'aimerais bien entendre aussi Emmanuel Larocque sur la question des femmes, du manque de femmes, des rêves des femmes, de la performance des femmes dans ce monde. Alors, c'est assez... Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça va. C'est bon, merci, ok. Voilà. Donc, ravie d'être sur une table ronde où on ne parle pas non plus que des femmes. Habituellement, je suis sur des femmes dans le numérique, et là, on est enfin sur la question des talents en général. Donc, je me dis, c'est bien, on est en train de passer un cap, on passe de parité à inclusion, et c'est vraiment un sujet majeur. Donc, je vais revenir un petit peu sur, du coup, je vais parler des chiffres. Il y a 27% à peu près des femmes dans, on va dire, le numérique, les métiers numériques, et aussi dans les formations initiales et les formations continues au numérique. Donc c'est moins d'un tiers. Et aujourd'hui, si on doit vraiment se poser la question de est-ce que face à cette transformation, à cette mutation profonde, il y a des personnes qui sont encore laissées pour compte, on en a déjà évoqué un certain nombre, et il faut quand même remettre les femmes au centre. On est en train de parler d'un énorme plan de relance avec plus d'1,9 milliard d'euros qui vont être dépensés sur la formation professionnelle, dont 300 millions vraiment dédiés à la montée en compétences numériques sur les nouveaux métiers.
Et on n'a pas d'approche vraiment genrée pour se dire est-ce que sur cette réforme, on va vraiment pouvoir former équitablement ou en tout cas s'assurer que les métiers d'avenir soient aussi des métiers pour lesquels les femmes pourront se positionner. On va revenir un tout petit peu sur l'histoire parce que souvent on me dit quand on parle des femmes dans le numérique, tu comprends, les femmes ne s'intéressent pas à l'informatique. Et donc je dis, non, c'est pas vraiment le cas. On a autant de femmes qui rentrent dans les écoles d'informatique que dans les années 80. Mais par contre, on a beaucoup plus d'hommes qui rentrent dans ces écoles. Autant ou aussi peu? Non. Dans les années 80, on avait pratiquement autant d'hommes et de femmes que dans les écoles d'informatique. Mais ce qu'on a fait, en fait, et ça c'est très important de le signaler, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas perdu des femmes, mais on a engagé les hommes dans ces métiers. Parce que l'histoire des femmes dans le numérique, il faut le rappeler, c'est les années 40 où l'informatique arrive. Qui est-ce qu'on va chercher pour commencer à faire du calcul complexe ? Oui. On va chercher des femmes, en fait. Donc les premières arrivées dans le numérique, et on va le redire, c'était les femmes. On est allé chercher. Et entre les années 40 et les années 70-80, on a spécialisé plutôt les hommes sur le hardware et les femmes sur le software, mais elles étaient là et elles rentraient progressivement et au même rythme que les hommes dans ces métiers. Et c'est dans les années 80 où on les a perdus simplement parce que les grands industriels et la micro-informatique a été orientée vers les hommes et on a perdu les femmes parce que voilà, les jeux vidéo étaient pour les garçons, la micro-informatique était pour les garçons. Et puis donc, parce que le stéréotype du geek est apparu. On est dans cette logique, c'est-à-dire que dans les années 80, on a créé une espèce de raccourci qui du coup s'est ancré profondément dans notre histoire où l'informatique était quelque chose pour les garçons. Mais si on a créé ce raccourci, on peut changer l'histoire et c'est notre pari, nous, chez Social Builder, c'est le pari de la réorientation. Comment toutes ces femmes aujourd'hui qui sont en train de chercher un avenir et qui sont en train de se poser la question de nouvelles compétences et du prochain métier dans une réalité où je vais peut-être faire 5-10 métiers, comment je vais pouvoir tirer parti de ces nouvelles opportunités. S'il y a de l'emploi, il y aura des femmes. Et encore, c'est une question d'aller les chercher et de leur en parler. Donc aujourd'hui, nous, notre pari, c'est former 100 000 femmes, accompagner 100 000 femmes à la reconversion vers les métiers numériques et techniques. Et l'enjeu, je vais revenir sur ce que disait Anthony et je vais revenir sur ce que disait Nella, l'enjeu, c'est plus de les former vraiment, il y a un sujet encore autour de l'insertion et de l'inclusion dans les organisations, mais c'est d'aller les chercher. C'est-à-dire que si on ne va pas en proximité comme on fait, nous, on va faire des campagnes d'affichage avec la RATP dans les territoires les plus reculés pour faire connaître une formation, un programme d'accompagnant. On va sur Internet, sur les réseaux sociaux, parler aux femmes qui n'ont jamais entendu parler numérique, qui ne sont pas dans les réseaux, grâce à un petit outil qui s'appelle Adabot, où on va présenter les métiers numériques et les formations gratuites. Et on va aussi, parce qu'il faut quand même parler de Pôle emploi, je pense que c'est très important, Pôle emploi pour vraiment le sujet à bras le corps. Pôle emploi nous a demandé d'accompagner 800 femmes en Île-de-France sur un parcours de 5 jours de formation pour présenter les filières de métiers et après donner des compétences de base qui vont permettre aux femmes de se reconvertir. Et sur ces 800 femmes, aujourd'hui, on est à peu près à 90% qui vraiment se repositionnent dans le numérique. Il y a des solutions, mais il va falloir vraiment les déployer à grande échelle. Et démultiplier. Changeons et montons à la grande échelle, en tout cas dans le groupe L'Oréal. Eva peut nous faire rentrer dans les coulisses du recrutement en France, mais aussi peut-être sur ce qui est semblable ou pas ailleurs, du recrutement des métiers du numérique. Est-ce que au fond c'est une part si importante que ça chez L'Oréal ? Qui candidate spontanément, qui vous manque et comment est-ce que vous les trouvez ? Oui, c'est une part plus importante que ce qu'on pense. C'est vrai que quand on s'est lancé, quand cette révolution numérique a été décrétée chez L'Oréal par notre CEO Jean-Paul Agon, c'était 2010. Bon, après ça s'est accéléré, on va dire à partir vraiment de 2014. Tout le monde s'est mis en marche pour aller recruter tout un tas d'experts sur les marchés, moi aussi pour upskiller, pour former nos collaborateurs qui étaient déjà dans l'organisation. Mais c'est vrai qu'au début c'était difficile parce qu'on n'était pas connu comme une entreprise digitale à proprement parler. Donc au début effectivement on a dû redoubler d'efforts en termes de processus de recrutement, en termes d'image employeur, en termes de marque employeur, faire aussi beaucoup de travail. Et ensuite ça s'est accéléré. Il y a quelque chose qui nous aide beaucoup aujourd'hui, qui est effectivement une ambition affichée par Jean-Paul Agon, qui est de faire de L'Oréal la première entreprise de beauty tech. Alors à partir du moment où vous mettez de la tech effectivement dans vos ambitions, de deep tech, c'est ça. De beauty tech. Ah, de beauty tech. Voilà, à l'instar de ces secteurs qui ont pu se développer sur la fintech, sur la HR tech, etc. C'était de dire finalement L'Oréal, sa place ou en tout cas sa destinée, c'est vraiment d'être la première entreprise de beauty tech. Donc ça veut dire quoi concrètement ?
ça veut dire mettre la tech au cœur de toutes les activités de l'entreprise. C'est ce que vous disiez, Armelle, c'est d'arrêter de penser que finalement la tech ou le digital va concerner certains métiers ou certains départements de l'organisation. En fait, c'est de se dire que ça doit être infusé partout. Évidemment, à certains endroits, on est vraiment sur des expertises, et à d'autres, c'est effectivement au cœur des métiers, d'autres métiers, que ce soit fonctionnels ou opérationnels. Donc ce concept de beauty tech, il est quand même assez attractif, que ce soit pour des jeunes aujourd'hui ou pour des profils expérimentés. On s'en sert beaucoup en image employeur. Moi, la mission que je donne à mes recruteurs partout dans le monde, je vais vous le dire en anglais, mais c'est « Attract and recruit the best and most diversified talent to make L'Oréal the #1 beauty tech company ». Donc déjà, la diversité au cœur de cette mission, et la tech aussi. Donc ça met sur les rails, ça met en mouvement l'organisation vers tout ça, et donc ça nous aide. Mais il y a encore beaucoup à faire en termes d'attractivité, parce que, comme le disait Anthony, c'est vrai qu'il y a une pénurie de ces profils. On est en concurrence avec des entreprises numérisantes, si j'ai bien compris, et c'est vrai qu'on va chercher les mêmes profils. Je crois par contre que les candidats vont pas chercher forcément la même chose en allant dans des entreprises numérisantes ou des entreprises numérisées. À nous de clarifier finalement, d'être clair sur qu'est-ce qu'elles peuvent aller chercher dans tel ou tel type d'entreprise, je crois. Et pour ceux de l'intérieur, parce que je vais refaire un petit tour chez tout le monde là, parce qu'on s'est beaucoup préoccupé, et c'est presque chronologique, de ceux qui ne sont pas encore ou quasiment pas encore sur le marché du travail, donc des jeunes, on remonte au collège, etc., pour allumer les vocations, pour démystifier ce que ces métiers, parce qu'ils sont pluriels, veulent dire. Mais j'aimerais bien vous réentendre peut-être à nouveau, Anthony, dans le rapport. Puisque vous l'avez dit au tout début, on est d'aller rencontrer des jeunes. Votre rapport a-t-il aussi rencontré des pas jeunes du tout? Bien entendu, ensuite je continuerai avec Nella et Emmanuel pour toutes ces problématiques de quand on a raté le train, qu'on n'est pas rentré dans ce monde-là, qu'on n'est pas tombé dans la marmite très très tôt. Est-ce qu'il est trop tard, ou est-ce que vous avez des observations et des expérimentations pour nous expliquer comment on remonte dans le train? Je vais prendre la casquette d'associatif, si vous me le permettez, Armelle, parce que, en fait, dans quelque chose qu'on a déployé là très récemment, post-Covid, je crois que ça a été un momentum, ce Covid, parce qu'on a longtemps parlé pendant 10 années, vous le témoignez de cette manière, Madame Azoulay, sur la transition opérée par les boîtes. On a parlé de révolution numérique pendant 10 ans. Et je m'amuse à dire parfois que dans cette grande révolution, il y a toujours les grands gagnants et les grands perdants. Donc on a oublié des gens. C'est simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un état des lieux de ce qui s'est passé en France, on se rend compte, au-delà des jeunes, parce que le gouvernement mise sa relance sur la jeunesse, mais en fait on a oublié toutes les autres personnes qui galéraient déjà, qui n'avaient ni le bon profil pour l'emploi, ni le bon âge, ni la bonne tronche. Enfin, je ne vais pas reprendre toutes les caricatures visées de l'emploi, mais globalement des gens qui vivaient déjà des discriminations et pour lesquels finalement ce Covid a montré qui pouvait travailler à distance, qui ne pouvait pas travailler à distance, qui avait l'ordinateur ou pas l'ordinateur, qui avait la connexion ou pas la connexion, qui avait les compétences ou pas les compétences. Donc ça a été un moment de révélation. À ce moment-là, nous, avec l'asso, avec toutes les méthodos, puisqu'on construit des programmes pour faciliter, mais à l'instar aussi de ce que fait Social Builder, c'est-à-dire en fait construire des programmes pour faciliter à des gens qui n'ont pas forcément l'idée ou même l'intuition d'aller vers ces métiers, faciliter l'entrée dans ces nouveaux métiers. Et en fait, on a créé un programme qui s'appelle Déclic numérique, et j'en parle parce qu'on l'a déployé sur 2 territoires, sur la Haute-Garonne et sur l'Hérault. On l'a déployé en partenariat avec Pôle emploi, et en fait, on commence à faire la mesure d'impact de ce qu'on a fait. Et dans l'Hérault, on a eu 77% de femmes dans le programme, avec une diversité d'âge qui est assez folle, et d'horizons sociaux aussi, avec des gens, on a un ancien ingénieur, une ancienne secrétaire médicale, des gens qui ont entre 20 et 60 ans. Donc on n'a pas ciblé en se disant absolument tel type de profil. La proposition de Déclic numérique, c'est la proposition de Déclic, c'est 6 étapes dans lesquelles les gens vont pouvoir à la fois faire une mesure de compétences, un bilan de compétences. Le deuxième, c'est rencontrer un mentor pour l'accompagner dans sa démarche vers le retour vers l'emploi, et en particulier dans les compétences numériques. Avoir accès à des ateliers de montée en compétences, avoir accès à l'offre de formation au niveau régional ou local, et avoir accès aussi à des différents passes de recrutement. Et là, vous avez vu un paysage mais oui, et en fait, incroyablement diversifié de candidats. Oui, et j'en tire déjà les leçons, parce que je me dis en fait, quand on casse la figure du stéréotype, c'est-à-dire le geek dont vous parliez tout à l'heure, on va s'appeler par nos prénoms, Eva, si vous voulez bien, comme ça on va faire simple, mais Eva parlait de la caricature aussi du geek, et en fait oui, il y a cette caricature-là. Nous, dans les auditions, pour reprendre les auditions avec le CNUM, on s'est rendu compte que bah oui, c'est un homme dans sa chambre, seul, qui n'a pas beaucoup de contacts, qui est un peu coupé du monde, et en fait
dans cette caricature-là, on a perdu tout un tas de gens qui se sont dit mais c'est pas fait pour moi. Si on rajoute le jargonnage, le franglish, l'entre-soi du milieu tech, tous les biais discriminants parce que il faut aller vite. Et il y a j'ai travaillé dans une entreprise privée. On cherchait du plug and play. Il faut aller vite. Il y a un enjeu de marché, il y a un enjeu de performance, il y a un enjeu de rapidité. Donc on fait plus gaffe à qui peut être un peu différent et faire quand même l'affaire. Et donc, en fait, en cassant tout ça, on obtient, nous, des chiffres qui sont renversants. Je pensais jamais qu'on aurait autant de femmes qui s'intéresseraient au programme. Et quand je dis jamais, c'est parce que quand on connaît les chiffres de marché qui sont plutôt du 10-90 plutôt que l'inverse, 80% de femmes, 20% d'hommes. Là, vous étiez à combien sur Déclic numérique dans oui, c'est ça, à peu près Haute-Garonne et Hérault. 80% de femmes. 80% de femmes. 80% de femmes, avec, après je vous passe les taux de satisfaction, etc. Je ne suis pas là pour faire la pub de ce qu'on fait. Mais... Et en âge, on ne l'a pas mesuré, mais en fait, on a un groupe WhatsApp avec tous ceux qui ont suivi les programmes. Donc, ils ont fait le jeu là, récemment de se présenter, parce que du coup, ça crée du lien avec des gens qui ne se projettent pas dedans. Ils disent, toi aussi, donc, c'est quoi ton ordinateur? Enfin, les conversations sont lunaires, mais c'est amusant de voir tous ces gens qui se sont dit, là, pendant le Covid, c'était une prise de conscience de dire, en fait, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Et en fait, nous, notre rôle aussi, il est de montrer des rôles modèles différents. Et c'est ce qui manque à beaucoup de gens, c'est de se projeter dans des métiers qu'on a rendus presque inaccessibles par tout un tas de choses, et en particulier sur des rôles modèles où même les figures masculines de la tech aux États-Unis, je veux dire, si on prend Zuckerberg, Steve Jobs, Jeff Bezos, etc., c'est que des mecs, ils ont quand même des backgrounds qui se ressemblent. On a beau dire ils sont passés par les chemins de traverse en quittant Harvard ou oui. Voilà. Autour du campus de Harvard. Non, mais voilà, Harvard, mais bon, qui sont quand même des figures d'autorité qui sont au final pas très diverses. Donc, on a un taf énorme. Et je crois que c'est là où il y a un point important qu'on a intérêt à aborder tous ensemble, c'est que les entreprises ont leur rôle à jouer dans ça. Moi, je refuse, et là, je lance et je rends la main, mais je crois que le rôle des entreprises, là où il est précieux aux côtés des assos comme les nôtres, c'est d'exiger de l'implication des deux côtés et de l'impact. On m'a appelé récemment, on me dit, Anthony, si on vous donne de l'argent, on va faire des choses ensemble. J'ai pas de mots, en fait. Parce que l'objectif d'assos comme nous, c'est d'avoir de l'impact, d'attendre des choses de notre part et que, de manière conséquente, l'entreprise s'investisse. Nous, les boîtes, elles animent des ateliers, elles nous aident à trouver des rôles modèles, elles ouvrent les portes du recrutement à des gens différents. Et c'est ça, moi je suis content quand il se passe ça. Voilà. Je peux peut-être commenter, oui, Armelle, parce que ça reprend pas mal ce que dit Anthony finalement. Et un phénomène auquel se heurtent pas mal des entreprises, des grands groupes comme L'Oréal, c'est l'autocensure. Et je veux vraiment en parler de manière très ouverte, parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui se disent L'Oréal, c'est pas pour moi, je me vois pas dans une boîte comme ça où ils vont pas recruter quelqu'un comme moi. Pas me regarder. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très très fort, très très fort. Je parlais encore avec une jeune femme hier, une stagiaire qui est actuellement chez nous, qui est marocaine, qui fait un travail formidable dans une de nos équipes, et puis qui me dit mais vous savez Eva, moi avant de rentrer chez L'Oréal, j'avais vraiment cette image d'une boîte hyper élitiste où les gens se ressemblent. Ce sont ces mots, où les gens se ressemblent. Et elle me dit finalement je rentre et je me rends compte que c'est pas ça. Donc c'est quelque chose qui est très fort, et du coup c'est pour ça qu'on a besoin d'aide dans le sourcing, dans le recrutement. C'est pour ça qu'on va travailler avec des associations, parce qu'on n'est pas capable souvent, dans la plupart des marchés, c'est beaucoup le cas en France, de savoir où les trouver. Donc on a besoin d'aide sur le sourcing. Alors, je sais qu'en France, on travaille avec Job dans la ville, avec Prométhée, avec Les Déterminés, avec la Ligue des Jeunes Talents, etc. Donc, on travaille avec tout un tas d'associations pour justement se dire, voilà, on n'y arrive pas tout seul, il faut que vous nous aidiez. Et en parallèle, nous, on a aussi un boulot à faire, c'est ce que tu disais, Anthony, sur comment on se market, comment on va montrer la diversité existante dans l'organisation et casser un petit peu ses a priori. Donc, on est en train de construire par exemple une campagne qui sortira janvier 2021 sur Women in Tech à L'Oréal. Anne-Laure Thomas, qui était avec vous, je crois, en début de semaine, est en train de travailler sur une série de capsules vidéo pour avoir des témoignages de collaborateurs représentant tout type de diversité, mais justement pour casser tout ça, de montrer que finalement, que ce soit sur les métiers du numérique ou autres, finalement, vous avez tout type de personnes chez L'Oréal, et que L'Oréal c'est la vraie vie, c'est pas une planète à part où vous avez que des gens qui se ressemblent et qui pensent pareil, quoi. Mais il y a sourcing, représentation et implication. Pour moi, c'est le mot-clé aussi, implication, parce que ce lien qui est créé entre des équipes qui peuvent à un moment partager leurs compétences, venir apporter leur savoir-faire, ou par exemple cette jeune femme dont vous parlez, qui peut à un moment aussi rendre son parcours accessible à d'autres assos qui tend la main. Je crois que c'est ces ponts-là qu'on a besoin de créer, donc je vous rejoins évidemment.
Et si je peux rebondir, bien sûr. Je pense que toutes les associations aujourd'hui qui ont explosé sur ces sujets justement de créer des ponts, créer les bons ponts, elles s'appuient justement sur l'implication des salariés et c'est fondamental. Ce qu'on observe quand même, donc nous c'est quand même 20 000 femmes qui ont été accompagnées en 2019, 20 000 sur des compétences ou des métiers. Une seule année, c'est pas un cumul. Une année. Donc ça va de blocs de compétences à des métiers. Donc métiers, c'est entre 4 et 18 mois s'il y a des parcours d'apprentissage. Sur tous nos programmes, il y a des mentors, il y a des ateliers de recrutement qui sont proposés par nos partenaires. Je pense que toutes les ESN, les grosses ESN qui sont adhérentes du Syntec numérique, elles travaillent avec nous. Donc, mais ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a et on a d'ailleurs monté avec le Syntec numérique, je le redis, un manifeste pour la reconversion des femmes dans les métiers numériques et techniques, où en fait l'entreprise s'engage à compter le nombre de femmes qu'elle recrute ou qu'elle fait évoluer sur des compétences ou des métiers numériques, en appliquant quelques variables assez simples. Et une des variables qui, pour moi, est quand même clé, c'est les critères de recrutement. Donc, c'est-à-dire que là où on a quand même une barrière à l'entrée, qu'on a du mal à dépenser, et je pense qu'il faut quand même se le dire, c'est pas à partir du moment sur les métiers numérisants, donc tous les métiers un peu plus techniques, développement, etc. On va aller chercher des profils d'ingénieurs, on va aller chercher des bacs plus 3, 4, 5 qui ont des formations techniques. De facto, on exclut 70% du vivier de talents féminins, déjà, et tous les autres. Donc ce sujet-là, il n'est pas simple, parce que ça veut dire plus d'accompagnement de l'entreprise, une autre organisation, un engagement du management, mais à un autre niveau, c'est-à-dire que sur vraiment ces critères de performance, intégrer cette dimension accompagnement. Parce qu'il y a le sentiment de prendre un risque quand on sort des critères, mais bien énorme. sûr. Et un des facteurs les plus difficiles, on revient sur la question des jeunes. Le plan de relance, il est basé sur les jeunes. Nous, on accompagne des femmes qui ont entre 18 et 57 ans. Elles trouvent un travail à la fin, mais pour celles qui ont plus de 35, c'est la croix et la bannière. C'est très compliqué. Elles sont performantes, elles ont de l'expérience professionnelle, elles ont toutes les compétences transverses qu'il faut. Elles peuvent faire du management, elles peuvent s'adapter aux clients, elles savent vendre des projets. Et en fait, elles ont du mal à passer la barre parce qu'on nous dit, bah oui, mais il y a quand même une grille de recrutement, nos managers, ils ne savent pas comment faire. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a quand même une transformation. La transformation numérique, ça doit s'accompagner d'une transformation managériale en interne des boîtes. C'est vraiment fondamental. Bien sûr. Oui, voilà, je voulais vous entendre sur pas mal de sujets. On a employé plusieurs fois le mot reconversion. Et je trouve que dans votre secteur, il y a la question de la reconversion de ceux qui étaient déjà numérisants, mais qui deviennent obsolètes. Et puis aussi la reconversion de ceux qui n'avaient pas osé approcher le secteur, mais qui pourraient tout à fait s'épanouir et être efficaces dans vos entreprises. Alors, juste avant de répondre à votre question, je promets, je vais le faire. Je voulais juste appuyer sur le fait de l'importance des partenariats avec des associations spécialisées sur les différents types aussi de diversité, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes, on a parlé un peu des quartiers politiques de la ville, des zones rurales, des femmes. Alors, on peut parler du handicap, on peut parler vraiment de beaucoup de choses différentes. Et c'est vrai que nous, Syntec numérique, on n'est pas forcément des spécialistes de tout ça, donc on monte des partenariats aussi avec des associations dont c'est le métier. On y apporte un petit peu de financement quand c'est possible. On y apporte du contenu quand on peut pas apporter autre chose. Et on y apporte surtout la relation avec nos adhérents. Et on implique de fait nos entreprises dans la réalisation des actions. Donc c'est le cas aujourd'hui avec Mosaïque RH, avec Article 1. Et on espère avec d'autres types d'associations à l'avenir. Oui. Je suis heureuse et je perds pas ma question. Mais je suis heureuse que vous mentionniez tout ça de façon totalement unanime, parce qu'aujourd'hui et ce matin dans la tribune, puisque nous sommes presque dans les derniers jours de la semaine de l'égalité des chances, le MEDEF associé à la FMD a fait paraître une tribune dans la tribune, vous allez la trouver, j'en suis sûre. Et c'est à la fois un plaidoyer sur tout ce qui se fait bien sur le terrain entre des entreprises et des associations, et en même temps un constat que ceux qui ont monté cet attelage et cette collaboration s'en félicitent, mais que les voisins ne le connaissent pas. L'entreprise d'à côté ne sait même pas avec quelle association commencer et n'est pas rassurée ou n'a pas compris en quoi ça colle avec les besoins très pragmatiques, très rapides du langage de l'entreprise. Et l'association de l'autre côté de la rue ne sait même pas que si elle tape à la porte de l'entreprise, elle peut être reçue à bras ouverts et avec une affinité assez surprenante. Donc il y a aujourd'hui un appel, parce que cette tribune est un plaidoyer, mais un appel pour que vous signalez tous et toutes
Aujourd'hui, sur le plateau, il n'y a même pas eu besoin de vous stimuler, mais aussi ceux qui sont connectés et ceux qui lisent les journaux, pour nous remonter auprès de la FMD et du MEDEF toutes vos expérimentations. Dénoncez-vous en tant qu'entreprise, dénoncez-vous en tant qu'association, dites-nous simplement d'une ligne ce que vous faites et comment ça marche, et nous voudrions, notre rêve, c'est dans l'année qui vient, de monter la cartographie de ce qui se passe de bien sur le territoire, de façon à ce que tous ceux qui veulent faire la même chose s'en emparent, sans avoir besoin de repasser par des échelons nationaux ou des négociations. Voilà. Et donc, on pourra alimenter ça au niveau de Syntec Numérique, bien sûr. Parce que avant la fin de l'année, on va lancer un questionnaire auprès de nos adhérents sur leurs initiatives qui va remonter ça. Entreprises à titre individuel et pas au nom de Syntec Numérique, sur toutes leurs initiatives liées à l'inclusion, et souvent réalisées quand même avec des partenaires associatifs. Avec des associations. Donc on pourra alimenter cette réflexion. Et la reconversion, alors. Sujet de la reconversion. Alors, la reconversion, en fait, c'est un sujet qui est assez lointain pour Syntec Numérique et ses entreprises, et c'est lié à la pénurie de talent, en fait. C'est lié aux difficultés de recrutement rencontrées par nos entreprises. C'est la problématique RH numéro 1, et les responsables recrutement se tirent les cheveux au sein de nos entreprises sur ce sujet-là. Et en fait, depuis de nombreuses années, le secteur a commencé à aller chercher des personnes issues de viviers différents du vivier traditionnel. Donc ça a commencé par le vivier demandeur d'emploi. La première partie, ça a été plutôt des personnes avec des profils scientifiques qui ont fait des études, mais qui n'ont pas trouvé de travail parce que dans la recherche, ils n'ont pas trouvé de travail. Y compris dans des sciences humaines, dans des... Oui, alors c'était la première étape, ça a été quand même sur des sciences dures. Ce qu'on dira les sciences dures. Et puis, au fur et à mesure, ce vivier, il s'amenuise, donc il faut aller chercher dans un autre type de vivier. On est allé chercher des doctorants en histoire, en littérature, etc., parce que on reste quand même sur des hauts niveaux de qualification, des hauts niveaux d'études. Mais voilà, l'idée de la tête bien faite, pour parler un peu franchement. Et puis, au fur et à mesure, encore, le vivier s'amenuise. Donc, on a participé et on est membre actif de la Grande École du Numérique, qui a pour elle l'ambition de former les jeunes décrocheurs au métier du numérique. On a certaines grandes ESN aussi qui se sont lancées et qui sont très actives dans la Grande École du Numérique. Tout ça pour dire qu'en 5 ans, c'est 30 000 demandeurs d'emploi qui ont été formés grâce à un dispositif qui s'appelle la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi, avec un taux de retour à l'emploi de près de 90%. Combien de temps, une POE, ça dure combien de temps ? C'est 400 heures maximum de formation. C'est ça, donc c'est rapide. Alors 400 heures maximum de formation, et je me souviens que lors de notre audition pour le CNUM et le rapport qu'Anthony a présenté tout à l'heure, on l'a abordé. 400 heures de formation, c'est suffisant pour quelqu'un qui a déjà un certain niveau d'études avec une base scientifique. Quelqu'un qui est plus éloigné, je pense notamment au public Grande École du Numérique ou le public du plan d'ICANUM qu'avait lancé l'ancien secrétaire d'État au numérique il y a quelques années. C'est pas suffisant, 400 heures de formation. Ça nécessite forcément des parcours de formation plus longs où on y intègre autre chose que des compétences dites hard skills, des compétences techniques. Il faut y intégrer forcément des compétences soft skills pour pouvoir créer des savoir-être, pour pouvoir créer justement tout ce bouquet de compétences nécessaires à nos métiers. Et là, très souvent, nos entreprises investissent en argent, en temps, en ingénierie pédagogique pour pouvoir intégrer correctement ces personnes-là. D'où le développement depuis plusieurs années de la création d'universités d'entreprises, d'écoles rattachées aux entreprises. Beaucoup de SN et d'éditeurs de logiciels ont cette casquette aujourd'hui, organismes de formation, pour pouvoir... Mais pour leurs salariés. Pour leurs salariés et pour les talents qu'elles recrutent. Et elles sont entrées dans un processus de recrutement finalement au potentiel plus qu'au CV. En tout cas, ça, c'est une démarche qui a été entamée. Avec des outils, quelquefois sur les soft skills, les compétences dites comportementales qui sont plus difficiles à évaluer de façon objective, mais en tout cas avec des outils qui leur permettent aussi d'adapter le programme d'accompagnement, de tutorat et de formation dure ces jeunes-là. Ce qu'on a lancé également et ce qu'on a proposé dans le cadre du pacte productif, c'est de poursuivre cet effort de reconversion sur 2 aspects. La reconversion liée pour les demandeurs d'emploi, avec une initiative qu'on a expérimentée dans le Grand Est qui s'appelle Numérique Emploi Grand Est,
et qui finalement révolutionne pas les choses, mais met de l'huile dans les rouages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la compétence emploi, elle est au niveau de la région. Je reviens à mes fameux conseils régionaux. Et puis, le conseil régional lance son plan de formation. Pôle emploi lance aussi ses programmes de formation. Puis les entreprises au milieu, en fait, on les sollicite en bout de course. Une fois que les personnes sont formées, on leur dit maintenant, vous recrutez. Puis en plus, dans le numérique, vous dites que vous manquez de personnes et vous ne recrutez pas ces personnes-là. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Et c'est ce qu'a fait Numérique Emploi Grand Est, c'est qu'ils ont intégré, ils ont mis tout le monde autour de la table, ils ont intégré les entreprises dès le début du parcours. C'est-à-dire qu'au moment même du sourcing auprès du vivier de demandeurs d'emploi, pour qu'elles participent à l'identification des personnes qui seraient susceptibles de suivre les formations et d'être intégrées ensuite en entreprise. Et elles participent également à l'élaboration du cahier des charges pour sélectionner la formation et le bon organisme de formation. Et c'est très important parce que du coup, on est passé d'un taux de retour à l'emploi qui dépasse à peine les 50% en principe avec Pôle emploi seul. Tout métier confondu, pas uniquement le numérique. Alors là, on était sur des compétences numériques. On est passé de 50% à 80% en taux de retour à l'emploi. Et on voit bien que l'intervention de l'entreprise, la présence de l'entreprise dès le démarrage est importante, elle est même fondamentale. Le deuxième volet en termes de reconversion, c'est ce que nous, on a appelé numérique actif. Et pour l'instant, on n'a pas de chiffres parce qu'on n'a pas pu le lancer. On a eu cette grande parenthèse confinement. C'était d'aller identifier dans des secteurs d'activité qui seraient en difficulté, avec potentiellement des destructions d'emplois à venir, des impasses, des personnes qui seraient volontaires et susceptibles de vouloir se réorienter vers des métiers numériques, leur proposer des parcours de formation qui le permettent, adaptés à leur point de départ, à leur niveau de connaissance et adapté à l'objectif final. Et donc là, l'idée, c'est d'aller travailler avec d'autres secteurs d'activité. Donc on avait contacté le secteur de la métallurgie, par exemple. On était en contact aussi, bien entendu, avec les banques et les assurances parce que c'est des secteurs qui sont de plus en plus digitalisés, qui recrutent aussi sur les mêmes compétences que nous, et puis qui sont dans le même opérateur de compétences, de façon très concrète. C'est-à-dire que c'est le même opérateur qui finance les formations pour leurs salariés et pour les nôtres. Donc là, l'idée, c'était de faire finalement de la reconversion et de la mobilité intersectorielle, interbranche, sachant qu'en formant des personnes au numérique, on rend service aux entreprises numérisantes, mais on rend aussi service aux entreprises numérisées qui ont besoin aussi d'avoir des compétences comme celle-ci en interne. Ça, on espère que c'est un programme qu'on pourra relancer avant la fin de l'année 2020. Emmanuel, sur donc les moins jeunes, ces parcours de vie qui ne savent même pas que le numérique existe, bien entendu dans le monde des femmes, puisque c'est la spécialité de Social Builder. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des pratiques, des outils, des belles expériences qu'on pourrait entendre ici pour être reprises ailleurs ? Je vais rebondir sur ce que dit Néla parce que du coup nous on fait le pari de la reconversion, donc c'est toutes ces initiatives et cette innovation sur les approches publiques, et ça ne part que de l'entreprise. C'est-à-dire si l'entreprise n'est pas convaincue et ne s'engage pas, c'est extrêmement compliqué d'obtenir des résultats. Donc pour vous donner un exemple, nous là Social Builder travaille à un numérique inclusif qui offre aux mêmes opportunités aux femmes et aux hommes, et donc on s'adresse à toutes les femmes et on va designer des programmes en fonction des problématiques du public. Là, on vient de lancer une formation spécifique pour des Parisiennes de plus de 45 ans, parce qu'on sait que c'est un vivier en fait qui est en surreprésentation en tant que demandeur d'emploi en Île-de-France, c'est un peu spécifique à la région parisienne, que ce sont des profils avec des compétences et des expériences incroyables, sur du coup une approche logicielle que je ne citerai pas, où on sait qu'il y a des besoins de recrutement énormes sur les 5 prochaines années. Et là, avec un soutien notamment de l'Île-de-France, de la ville de Paris, pour accompagner ce programme. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Néla parce que je pense que c'est fondamental, notamment pour ces publics de plus de 45 ans.
les dispositifs dont elle a parlé, comme les programmations opérationnelles à l'emploi, aujourd'hui, c'est vraiment ce dispositif qui nous permet d'engager l'entreprise différemment sur des recrutements, parce qu'elle a la main, en partenariat avec nous, pour le coup, qui là sommes opérateurs de formation, association opérateurs de formation, sur le choix des personnes. Donc, c'est une négociation dès le départ en disant, on va aller chercher un autre profil parce qu'il n'y a pas le vivier que vous cherchez. Donc, on négocie tout. On négocie d'autres façons d'approcher le public, d'autres façons de les évaluer, d'autres façons de les former, jusqu'à l'insertion dans l'entreprise avec un accompagnement du management sur ces profils. Et c'est vraiment, ça doit partir tout au début, il faut qu'on travaille main dans la main. Et un exemple de ces partenariats extrêmement nouveaux et porteurs d'avenir, c'est l'école qu'on vient de lancer avec Microsoft, qui s'appelle Business App. Social Builder Microsoft lance une école avec Havana d'Accenture sur tous les métiers justement de CRM. Business App. Les applications business CRM Microsoft. APP. Voilà, et ces types de dispositifs où on va tout réfléchir en amont. Et sur ce type d'école, nous, on a une approche inclusive, c'est-à-dire on va non seulement former tous les coachs, tous les formateurs, tous les mentors de l'entreprise aux pratiques de l'inclusion dès le départ. Ils vont savoir exactement dans quelle dynamique on est. Sur les promotions féminines ou sur les promotions mixtes, on va faire signer des chartes par les personnes qui seront apprenants dans l'école pour qu'ils s'engagent à une certaine posture d'apprentissage, et on va aussi accompagner après l'entreprise et l'apprenant en poste. Donc on doit avoir une approche globale pour que la reconversion soit une réussite, et notamment pour des profils plus matures. Très bien. Moi, j'ai une curiosité, Eva, chez L'Oréal. Vous êtes, vous supervisez dans la tour de contrôle de recrutement d'un immense groupe. Le monde RH, c'est des profils que j'ai bien connus et que je ne décrirai pas comme fondamentalement passionnés par la tech, etc. Et pourtant, avec la quantité et la qualité de recrutement que l'on vous demande, vous utilisez des outils numériques vous-même. On a lu, il y a encore eu des rapports l'hiver dernier sur les apports réjouissants de l'intelligence artificielle dans le recrutement et dans l'identification des talents autrement, et puis en même temps les limites. Parce que dans la machine se cache l'homme qui l'a codé. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos expériences sur le sujet ? Parce qu'en plus, c'est à grande échelle, donc c'est forcément intéressant. Oui, absolument. On s'est lancé dans cette aventure, parce que c'est une aventure, l'intelligence artificielle en recrutement assez rapidement. Dès 2015, on a commencé à faire des expérimentations dans certains pays, notamment en Chine. On a eu ensuite un certain nombre de pays pilotes sur des gros pays, parce que vous avez besoin de gros volumes de recrutement pour tester ces outils-là. Aujourd'hui, on en utilise deux solutions d'intelligence artificielle. On a un chatbot, un robot conversationnel dans le processus de recrutement, et on a aussi une solution qui est un test en fait pour les candidats, qui pose des questions ouvertes et qui va permettre de mesurer un peu le match culturel avec l'entreprise. Tout ça, évidemment, avec un paramétrage tout à fait personnalisé. Un peu ludique. Oui, un peu ludique, et puis complètement personnalisé, paramétré pour L'Oréal sur nos critères de recrutement, etc. En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ces solutions-là, le gros intérêt, c'est qu'elles ne se basent pas sur le CV, ces solutions. Et c'est ça la clé. Je crois que tout l'enjeu aujourd'hui pour promouvoir la diversité dans les entreprises, des grandes entreprises comme les nôtres, c'est de prendre nos distances avec ce bon vieil ami qui est le CV. Parce que c'est dans le CV que se cachent tous les pièges de finalement, vous, être humain, recruteur, qu'est-ce que vous allez mettre derrière une école, une université, qu'est-ce que vous allez projeter derrière un nom, derrière une adresse, derrière une expérience précédente, derrière un trou dans le CV, derrière un genre, derrière un handicap, etc., etc. Donc toutes ces solutions qui nous permettent de nous éloigner du CV sont bonnes à étudier de toute manière. Et la façon dont on va utiliser ces solutions, c'est vraiment comme un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire à aucun moment ces solutions vont sélectionner. La machine ne sélectionne pas. C'est un principe. On en a fait un principe dans nos choix de partenaires et dans nos choix de process. Pourquoi ? Parce que, si je suis très honnête avec vous, on est là pour se dire les choses. C'est étrange parce qu'il n'y a pas de public, on a l'impression qu'on est un peu entre nous. Mais aujourd'hui, je pense vraiment que les solutions d'intelligence artificielle en recrutement ne sont pas encore très matures. Donc, il faut complètement garder le contrôle là-dessus. Et donc, ça va être un outil d'aide à la décision qui va permettre au recruteur plutôt de le guider sur qui il doit voir en priorité, par exemple en entretien,
Et ça, c'est intéressant quand on a des gros volumes de recrutement comme nous. Donc ces solutions, elles sont utilisées aujourd'hui dans 15 pays, 15 filiales de L'Oréal, où on a effectivement les plus gros volumes de candidatures. Après, c'est pas du tout des solutions miracles. C'est des solutions qui demandent énormément de travail, d'investissement, humain, de formation, d'éducation de la machine, de monitoring, de testing, etc., etc., de paramétrage, d'intégration technique, etc. Donc beaucoup d'investissements. Vous dire aujourd'hui qu'on y trouve notre compte en termes de gains d'efficacité, etc., honnêtement, pas encore. En revanche, je suis ravie qu'on soit là-dedans. Je suis ravie qu'on soit dans cette aventure parce que c'est un train qu'il faut prendre assez tôt, l'intelligence artificielle, parce que ça prend des années à effectivement à la fois comprendre comment ça marche, construire des process autour, etc. Donc moi, je suis assez fière finalement de me dire des recruteurs chez L'Oréal travaillent déjà avec des outils d'intelligence artificielle, savent ce que c'est et finalement contribuent eux-mêmes à shaper, à façonner, merci, leur job de demain. Job de recruteur, il n'est plus tout à fait le même, il sera encore moins le même dans quelques années. C'est important qu'on se mette là-dedans parce que de manière, c'est la reconversion qui ne dit pas son nom. Exactement, exactement. Parce que si je peux juste me permettre, vendredi matin, on organise un webinaire sur les fonctions RH et l'intelligence artificielle qui est ouvert à tout le monde. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Oui, parce que les questions qu'on peut se poser dans votre témoignage, c'est tout le temps qu'on met à tuner la machine, on ne le met pas en face-à-face humain avec les fameux candidats qu'on nous a présélectionnés. Les questions qu'on peut se poser quand vous dites on a fait faire sur mesure le prototype de ce qu'on aime bien chez L'Oréal, le prototype, il est quand même assez monochrome. Si on aime les gens assertifs, on va rater les candidats un peu taiseux, etc. Or, on le sait tous, et je ne vous challenge pas sur le sujet, c'est que le taiseux peut faire des merveilles dans une équipe où tout le monde parle trop. Et que c'est justement cette variété-là qu'il faut surtout pas rater. Mais effectivement, se lancer dans l'aventure et atteler des équipes recrutement et RH face à la machine pour la dompter, c'est aussi une façon de se faire la main et de démystifier ce monde. Et on fait pas ça tout seul, on se fait aider. Nous, vous savez, on n'est pas des experts, on a besoin d'entreprises numérisantes pour nous aider là-dessus, on n'est pas des experts d'intelligence artificielle. On se fait aider. On a notamment, j'étais assez contente aussi de pouvoir faire ça, on a fait le premier audit éthique de nos solutions d'intelligence artificielle avec une entreprise extérieure, experte des audits éthiques des solutions digitales, qui est venue regarder ce qu'il y avait dans la machine pour regarder si effectivement on avait le bon niveau de transparence vis-à-vis des candidats, le bon niveau d'intégrité, etc. Donc il y a tout un tas de garde-fous quand même. Je pense qu'il y a eu après toute cette littérature effectivement sur les dangers de l'intelligence artificielle, sur des solutions RH, les biais, évidemment qu'on est très, très conscient de ça et que vous avez des garde-fous à toutes les étapes du process. Et puis on monitore des objectifs très précis. Par exemple, est-ce que quand on utilise ces solutions, par exemple pour L'Oréal UK, est-ce que ça leur a permis concrètement, par exemple, la diversité est un de nos objectifs dans l'intelligence artificielle, est-ce que ça nous a permis concrètement d'avoir une plus grande diversité académique dans les promotions qui ont été recrutées avec ces outils-là, par exemple? Et réponse? Réponse oui. Mais c'est le fruit. Ça casse la tyrannie quand même et l'aristocratie du diplôme. Oui, ça pour le coup, c'est le vrai intérêt. S'il y a vraiment quelque chose qu'il faut retenir là-dessus, le vrai intérêt de ces solutions, c'est qu'elles vont au-delà du CV, du diplôme. Et ça, c'est une vraie force. Il faut continuer à étudier ces solutions-là. C'est ça l'intérêt. Alors vous êtes tous passionnants et je vous garderai bien pour moi toute seule. Mais je vais quand même demander à Charlotte Parez si de l'autre côté du webinaire, il y a des questions dans le chat ou s'ils sont tous comme ça à boire vos paroles. En attendant qu'elle les trouve, je vais vous garder encore un tout petit peu. Ici, Anthony, Emmanuel, vous êtes des associations auxquelles les entreprises font appel pour des sujets très précis. Diversifiez-moi les talents. Et dans le numérique, et que ça saute. Qu'est-ce que ça apporte d'autre que de répondre à la première question, c'est-à-dire diversifiez-moi vos viviers? Est-ce que vous voyez se propager dans les entreprises qui font ces expérimentations avec vous une transformation un peu au-delà de la première demande? Alors tout le monde dit oui. Qui prend le micro? Emmanuel, rapide pour laisser de la place à Anthony parce que je vois l'heure tourner. On trouve toujours beaucoup plus que ce qu'on vient chercher parce que au final on interroge un besoin immédiat qui est un besoin économique. Il faut faire rentrer vite quelqu'un.
Et puis, quand on joue le jeu, d'engager des salariés, de vraiment s'intéresser à la solution, de rentrer dans le projet et qu'on ouvre les portes de l'organisation, par capillarité, en fait, on va transformer la culture de l'organisation. On revient sur ce qu'on vient de dire. Ça ne peut être qu'un partenariat. C'est un partenariat gagnant. Il y a des difficultés, mais si les gens montent dans le train et qu'il y a une rencontre humaine qui se fait, on gagnera le pari, je pense, de l'inclusion par l'empathie. Ça peut paraître extrêmement bateau, mais il n'y a que la rencontre. Et dans ces temps de digital forcé et contraint, on voit à quel point il y a des demandes et de besoins de se reconnecter autour d'un café quand on n'a plus le droit, c'est le drame. Et c'est vrai, et c'est comme ça qu'on gagne. Donc, tout ce qu'on vient de dire sur l'intelligence artificielle, ça nous aide à trier, etc., le CV, mais tout ça, c'est des barrières. Et quand on met les gens autour d'un projet, ils s'engagent et c'est eux qui vont dire non, mais je vais t'expliquer comment passer la barrière RH. Je vais t'expliquer. Et puis, on va trouver une façon. On prend en presta, tiens. Voilà. Anthony ? Je peux que aller dans le sens de ce que vient de dire Emmanuel. Le côté infusion du sujet. J'ai une anecdote toute simple là. On revient de Toulouse et le patron de Pierre Fabre m'a appelé vendredi avec les équipes avec lesquelles on a travaillé sur place et me dit Anthony, je suis content parce que ça infuse. Et ça m'a tellement fait du bien qu'il dise ça parce qu'il me dit en fait tu nous as forcé à trouver des rôles modèles chez nous que moi je n'identifiais pas. On parle d'une boîte où il y a 5000 personnes en France, 10 000 dans le monde, donc bon, c'est quand même pas le patron qui va voir tous les jours les hauts potentiels à tous les étages, etc. Mais il me dit, tu vois ce gars-là que tu nous as présenté, il s'appelle Merwan, le cas échéant, qui a été rôle modèle un peu pour porter justement le message positif et encourager d'autres à se lancer. Il me dit, tu vois, je l'ai repéré grâce à vous, et puis on en a trouvé d'autres, et puis au final, en interne, les gens qui ont coaché des demandeurs d'emploi se sentent sensibles au sujet, et puis au final, ça commence à infuser parce que les gens se disent, quand est-ce qu'on recommence ? Et moi, je me dis, en fait, on est dans un moment de vérité. On est dans un moment de vérité. Il y a eu... Je repasse sur MeToo, je passe sur Balance ton port, sur Black Lives Matter, etc. Les gens ne veulent plus être humiliés. Les gens ne veulent plus être amenés à des caricatures. Les gens ne veulent pas être amenés à des stéréotypes ou quoi que ce soit. Donc, quand je dis on est dans un moment de vérité, c'est que oui, tu peux t'appeler Merwan, avoir fait le pont entre l'Afrique et l'Europe, et après avoir trouvé ton job, avoir galéré, et pourtant un potentiel, et avoir percé dans une boîte française. Voilà, les gens sont là avec leur parcours, leurs différences, etc. Mais si on leur donne l'opportunité déjà dans l'entreprise de faire une place, de prendre leur place, d'exprimer ce talent et de les rendre visibles, ils vont tirer d'autres gens. Et donc c'est ce côté infusion où je rejoins Emmanuel sur le fait que dans ce moment de vérité, si on montre des parcours, si on montre que c'est possible et si on arrête les caricatures, on brise tout ça. Et dans les portraits que vous montrerez, nous on en fait un avec Google et Pôle emploi là, qu'on sort bientôt, celui que vous faites avec le Syntec ou celui que vous faites côté L'Oréal, l'enjeu de... Moi parfois les gens me disent écoute, est-ce que tu penses une femme noire ? Oui, on va montrer une femme noire, on va montrer une femme rebeu, on va montrer une personne en situation de handicap et on va le faire volontairement. Alors les gens vont dire c'est de la discrimination positive, on s'en fout. Il faut montrer cette diversité et ça donne une porte d'entrée pour plein d'autres gens. Et ça doit infuser dans toutes nos actions, en tout cas côté entreprise. C'est-à-dire que j'ai laissé parler Emmanuel sur la féminisation, et moi j'ai beaucoup parlé des jeunes. Quand je dois réaliser 6 vidéos pour présenter les métiers aux jeunes, je me fixe comme objectif d'avoir à minima 50% des témoins qui sont des jeunes filles. Quand je fais des conférences dans les écoles, alors bon, en général nos classes sont mixtes, mais c'est jamais sans elles, exactement. Et aujourd'hui, je crois à Syntec Numérique, ça a infusé justement avec depuis des années où on travaille avec Social Builder, mais ça infuse dans toutes nos actions. Et voilà, j'entendais encore un collègue ce matin dire ah ouais, j'ai une table ronde pour le top 250 des éditeurs, mais j'ai pas de femmes. J'ai pas de femmes présentes sur scène. Et c'était une vraie question ce matin. Ça a été le sujet de mon collègue toute la matinée pour trouver des interventions. C'était un engagé, jamais sans elle. Mais parce que c'est dans nos actions, même à nous, organisations professionnelles aujourd'hui, pour aussi donner l'exemple à nos entreprises. Il y a cette vigilance-là. Alors, comme il faut faire un dernier tour de table, et que je vous sens en pleine confiance chacun, en pleine connivence, je vais vous demander quelque chose que je n'avais pas prévu, mais qui me ferait très envie. Dans cet esprit, c'est entre entreprises et assos que ça marche. Ça marche sur le terrain, mais on ne le sait pas assez. Est-ce que vous pouvez chacun, plutôt que de me donner le mot-clé, votre espoir, etc., me donner un exemple de votre asso avec une entreprise avec une asso que vous avez vue, ou votre entreprise avec une autre asso, un duo qui marche bien et dont vous pensez que ça mériterait de rentrer au catalogue de la cartographie que nous souhaitons monter, des bonnes associations dont d'autres entreprises peuvent s'inspirer.
une expérience réussie par Diversidays, par exemple, ou par Social Builder. Et ça peut être plusieurs. Hein. Alors, je peux citer... nous, on travaille pratiquement qu'avec des entreprises, mais disons que je vais en citer 2. Je vais citer une aventure qu'on a fait avec Salesforce. Où on a c'est du logiciel. C'est du logiciel. SaaS. Où, en fait, on a réuni dans des bootcamps des femmes d'origine, de situations extrêmement différentes, et on leur a présenté toutes les opportunités dans le logiciel de manière large. Et après, bien sûr, l'éditeur... Absolument pas. De manière large, c'est-à-dire ouvrir les possibles. Hein. Et bien sûr, après, il y a l'engagement de l'entreprise sur l'égalité. Et ça a créé, du coup, des milliers de vocations. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui... Super. Un vrai moment marquant. Ouais. Je crois beaucoup... Vous m'entendez ? Oui. Je crois beaucoup au triptyque, en fait, à la fois du champ associatif, à la fois du champ institutionnel et du champ corporate. C'est vrai, on a oublié les pouvoirs publics. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est les collectivités territoriales dans tout ce qu'elles peuvent faire, ou un pôle emploi. Mais nous, si je devais citer un triptyque, le récent, c'était avec Google et Pôle emploi. Google qui a apporté beaucoup de compétences tech. D'ailleurs, leurs ateliers cartonnent dans tout ce qu'on fait. À chaque fois, les gens sont ravis. Donc, nous, on est contents parce que ça permet de monter en compétences. Et Pôle emploi qui nous aide sur le sourcing et sur un moment, le fait aussi de capter les formations locales, etc. Donc, et nous qui sommes opérateurs et qui coordonnons tout le programme et qui allons chercher des entreprises comme Pierre Fabre, etc. Et d'autres sur le territoire, EDF, AXA, des boîtes avec lesquelles on bosse. Mais en fait, je trouve que c'est toujours cette articulation-là qui est complexe. Mais une fois qu'elle fonctionne, je crois que c'est dans les boîtes comme L'Oréal ou d'autres, c'est de dire c'est un sujet qu'il faut prendre en tenaille. Et je me souviens d'une patronne du CAC qui avait dit un jour sur une intervention quand je lâche le sujet sur le sujet de la parité, sur le sujet du genre ou de l'égalité des chances, elle me dit la nature a horreur du vide et les choses reprennent leur place. Et je me dis en fait, faut jamais lâcher. Et c'est un sujet en tenaille. Au-dessus, le patron, la patronne. En bas, les collaborateurs. Au milieu, des managers qui font le poids et qui saisissent d'autres acteurs qui les aident à faire le travail. Eva, chez L'Oréal, dans une vie antérieure, peu importe. Non, chez L'Oréal, on a quand même pas mal d'exemples. Je suis assez d'accord avec Anthony sur l'idée du triptyque. Alors peut-être pour citer un autre type de triptyque, mais avec aussi le landscape académique, les écoles, les universités, il ne faut pas les oublier. Là, je vais juste citer un exemple assez récent. Alors c'est peut-être pas une start-up française. On s'est associé en fait avec une start-up qui s'appelle Place. Qui en fait travaille qui travaille sur l'insertion professionnelle des migrants et réfugiés en Europe. Oui. Et ils se sont associés à l'école des ponts, par exemple, pour créer un certificat diplômant qui s'appelle le CITM, Certificate in Innovation and Technology Management. Et donc, ils vont former effectivement des migrants, des réfugiés. Pour les rendre employables dans le vocabulaire des entreprises de France, c'est ça ? Absolument. Donc, le truc est quand même assez costaud. C'est quand même un programme assez costaud. Et par exemple, nous, notre rôle en tant que grande entreprise, ça va être, par exemple, de coacher des étudiants et de participer à des sessions d'évaluation, par exemple, pour leur montrer ce que c'est aussi que la vraie vie d'entreprise, en fait, et pour pas qu'il y ait une espèce d'utopie derrière ça. Et ça fonctionne super bien parce qu'effectivement, on a besoin d'une institution académique forte pour encadrer tout ça, parce qu'on n'est pas des professionnels du monde académique. Et nous, on apporte cette touche professionnalisante pour un public on voit que c'est en difficulté. Oui. Neila, dans le monde Syntec, j'en ai parlé longuement pas forcément la plus forte, mais non, une marquante. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que Numérique Emploi Grand Est est une très belle opération qu'on espère pouvoir déployer sur d'autres régions françaises. C'est ça. 500 demandeurs d'emploi formés, un très bon taux de retour à l'emploi, dans une région qui est un petit peu difficile parce que à la limite de l'Allemagne, à la limite d'autres pays, quelquefois un peu plus attractifs que la France en termes d'emploi, et puis sur des demandeurs d'emploi de tout âge, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Et puis, il y a le manifeste pour la reconversion des femmes au numérique qu'on mène avec Emmanuel et ses équipes. Ça prend... je trouve qu'il y a une espèce de dynamisme qui s'est mis en place. On en voit de plus en plus dans les réseaux sociaux. Sur les territoires, les signatures sont en train d'arriver de façon importante et j'en suis ravie. Merci de votre énergie. De vos exemples hyper concrets, de votre hauteur de vue, parce que vous nous avez fait voyager d'un secteur à l'autre, et de votre engagement. J'espère que tous nos participants y ont pris du plaisir, et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui a lieu dans l'après-midi à 16h, je crois. Voilà. Merci à tous. Et merci à toi. Merci à toi pour l'animation, c'était top.